La bibliothèque des figures de lumière. Nous ne collectionnons pas des biographies. Nous recueillons des qualités de conscience. Une bibliothèque n'est pas un lieu où l'on conserve le passé. C'est un lieu où l'avenir vient chercher sa mémoire. Les figures de lumière ne nous montrent pas ce que nous devons devenir. Elles nous rappellent ce que l'âme humaine peut révéler lorsqu'elle ose vivre en vérité. Mais pour découvrir ce qu'ils peuvent éveiller en chacun de nous. Bienvenue dans la bibliothèque des figures de lumière. Prenons le temps de nous asseoir, d'écouter, de contempler et d'aller ensemble à la rencontre d'une conscience qui a laissé une empreinte de lumière dans l'histoire de l'humanité. À l'entrée de la bibliothèque, chaque être est une bibliothèque. Chaque âme est un livre. Chaque rencontre est une lumière. Entrez doucement. Peut-être qu'au détour d'une page, vous reconnaîtrez la vôtre. La bibliothèque des figures de lumière, livre 1, rencontre avec Carl Gustav Jung, l'alchimiste de l'âme. Introduction. Je vous invite à une rencontre avec une conscience qui a laissé une empreinte de lumière dans l'histoire de l'humanité. Approchons-nous sans jugement, sans attente. Comme on entre dans une vieille bibliothèque dont chaque livre pourrait changer notre regard sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Carl Gustav Jung. Il existe des êtres qui consacrent leur vie à observer les étoiles, d'autres explorent les océans, d'autres encore parcourent les continents. Carl Gustav Jung choisit un voyage différent, le plus vaste, le plus mystérieux, le seul dont personne ne revient tout à fait identique, le voyage à l'intérieur de l'âme humaine. Toute sa vie, il chercha à comprendre les rêves, les symboles, les synchronicités, les archétypes, non pour les enfermer dans des définitions, mais pour écouter ce qu'ils murmuraient silencieusement à chacun de nous. Aujourd'hui encore, son œuvre continue d'éclairer celles et ceux qui osent franchir la porte de leur monde intérieur. Bienvenue dans cette rencontre. Livre 1, rencontre avec Carl Gustav Jung, deuxième page, le symbole. Chaque rêve était une porte, chaque symbole une clé, chaque rencontre un miroir et chaque question une invitation. La lanterne de Jung n'était pas destinée à montrer le chemin des autres. Elle rappelait seulement qu'au cœur de chacun existe une lumière capable d'éclairer son propre voyage. Jung ne cherchait pas à faire disparaître l'ombre. Il savait qu'une lumière authentique n'efface pas la nuit. Elle lui donne un sens. C'est peut-être là l'un de ses plus grands enseignements. Nous passons souvent notre vie
à vouloir devenir meilleur, plus lumineux, plus parfait. Lui nous invitait à devenir plus entiers, à accueillir notre joie sans renier nos blessures, à reconnaître notre courage sans cacher nos peurs, à comprendre que la lumière et l'ombre ne sont pas des ennemis. Elles dansent ensemble depuis toujours, comme le jour et la nuit, comme le soleil et la lune, comme l'inspiration et le silence. Et soudain, nous comprenons que cette petite flamme n'était jamais seule. Elle appartenait depuis toujours au même ciel que les étoiles. La bibliothèque des figures de lumière, livre 1, rencontre avec Carl Gustav Jung, troisième page, la carte du ciel. Carl se tient à nos côtés. Il ne regarde pas les constellations, il regarde le silence qui les relie. Puis il nous dit doucement: les étoiles ne décident pas de notre destinée. Elles nous rappellent simplement que nous faisons partie d'un ordre infiniment plus vaste que nous-mêmes. Il lève alors la main vers le ciel. Une roue céleste apparaît, non comme un mécanisme, mais comme une fleur. Chaque planète devient un pétale. Chaque signe devient une couleur. Chaque mouvement devient une respiration. Le soleil, le centre qui appelle. Je ressens chez Jung un soleil qui m'impose jamais sa lumière. Il attire, comme un feu discret dans une maison de montagne, où on ne vient pas y chercher des réponses, on vient s'y réchauffer. Toute sa vie, il a cherché le centre de l'être humain, non pour le définir, mais pour le rencontrer. La lune, le lac des rêves. Chez Jung, la lune n'est jamais endormie, elle veille. Elle recueille les rêves de tous les êtres. Chaque nuit, elle tisse silencieusement les images que notre conscience oublie au réveil. Il savait que les rêves ne sont pas des erreurs du cerveau. Ils sont les lettres que notre âme écrit lorsque notre esprit consent enfin au silence. Mercure, le traducteur. Mercure n'était pas chez lui un simple messager. Il devenait un traducteur. Il ne traduisait pas des langues, il traduisait les images, les mythes, les légendes, les dragons, les arbres, les labyrinthes, les mandalas. Il comprenait que tout ce qui traverse l'humanité cherche depuis toujours à raconter la même aventure. Saturne, le vieil alchimiste. Saturne lui enseigna la patience, la profondeur, le courage de regarder ce qui fait peur, non pour souffrir davantage, mais pour découvrir que l'ombre porte souvent une lumière encore inconnue. Neptune, l'océan du mystère. Neptune ouvrit devant lui les portes du monde invisible, pas celui des croyances, celui des symboles, celui où les rêves deviennent des ponts, où les synchronicités deviennent des clins d'œil de l'univers, où le hasard cesse d'être un hasard. Karl nous regarde, il sourit, puis il dit:
Les planètes ne sont pas des prisons, elles sont des instruments. Et c'est votre conscience qui apprend peu à peu à en jouer. La bibliothèque des figures de lumière, livre 1, rencontre avec Carl Gustav Jung, quatrième page, l'âme. Carl s'arrête, il regarde le lac longtemps, puis il s'assoit sur une pierre. Il ne nous invite pas à parler, il nous invite à regarder. Après quelques instants, il dit simplement: regardez cette eau. Si vous la troublez sans cesse, elle ne pourra jamais vous révéler le ciel qu'elle porte déjà en elle. Le jardin intérieur. Karl nous montre un sentier. Il traverse une forêt. Au début, les arbres sont jeunes, puis ils deviennent immenses. Leurs racines plongent si profondément qu'elles semblent rejoindre le cœur de la terre. Ils se retournent vers nous. Beaucoup veulent cueillir des fruits. Peu acceptent de prendre soin des racines. Je comprends alors, toute sa vie fut une invitation à descendre, non vers quelque chose de sombre, mais vers quelque chose de vivant. Les racines ne sont pas des chaînes, elles sont une mémoire. Le miroir. Au milieu du jardin se dresse un miroir ancien. Son verre n'est pas parfaitement lisse. Il semble vivant. Je m'approche, je m'attends à voir mon visage, mais ce n'est pas mon visage qui apparaît. C'est une succession de symboles. Un enfant, une montagne, un dragon, une vieille clé, une rivière, une étoile. Je regarde Karl, il sourit. L'âme ne parle pas avec des concepts, elle parle avec des images. Chaque symbole est une lettre d'un alphabet que nous avons oublié, mais que notre cœur reconnaît encore. La réconciliation. Le soleil descend lentement. L'ombre des arbres s'allonge. Je remarque alors quelque chose. Il n'y a aucune lutte entre la lumière et l'ombre. Elles se mélangent avec une douceur infinie. Karl pose doucement sa main sur le tronc d'un vieux chêne, puis il dit: la lumière n'a jamais eu peur de l'ombre. Seul notre regard les a séparés. À cet instant, je comprends enfin pourquoi tant de personnes ont trouvé chez lui un chemin d'espérance. Il ne promettait pas une vie sans blessure. Il montrait qu'une blessure pouvait devenir un passage. Karl ferme les yeux, puis il prononce une dernière phrase. L'âme ne grandit pas en ajoutant toujours davantage. Elle grandit lorsque tout ce qui est essentiel retrouve enfin sa juste place.